Mesdames, Messieurs, vous êtes sur LCI. LCI est en édition spéciale. Bien évidemment, nous suivons de très très près ce qui se passe entre Israël et l'Iran, d'autant que nous avons appris aux alentours de 15 heures que Israël continuait, l'armée de l'air israélienne continuait à cette minute, en ce moment même, de bombarder le sol iranien. Autour de la table, un grand reporter TF1 LCI, Lise Romboudoul. Merci d'être avec nous. Éric Danon, ancien ambassadeur de France en Israël, merci de votre présence. Michel Goya est avec nous. Merci Michel. Bonjour Eric. Nous sommes avec Samantha de Bendern également. Merci Samantha d'être avec nous. Et nous sommes également avec Pascal Perry, éditorialiste économique à LCI. Et on va un peu parler d'économie aujourd'hui, même beaucoup, notamment au Proche-Orient. Sans plus attendre, je me tourne vers Kadi Adoumdouas. Kadi, très important, Benjamin Netanyahou s'est félicité d'avoir frappé au cœur le programme nucléaire militaire de l'Iran. Mais d'abord, est-ce que c'est vrai ? Est-ce qu'aujourd'hui, ce programme militaire nucléaire iranien est touché ? Vous avez des informations à nous donner, à nous révéler, Kadi. Alors oui, Eric, effectivement, l'enthousiasme de Benjamin Netanyahou est très exagéré, de l'avis général, en tout cas de l'avis des experts. Eh bien, eux, ils s'accordent à dire, effectivement, qu'Israël est encore très loin d'avoir affaibli le programme nucléaire iranien, tout simplement parce que les deux complexes qui ont été visés, n'ont été touchés qu'en surface. Vous allez voir, justement, les images assez intéressantes. Regardez bien. Du site, cette animation qui se concentre sur le site de Natanz. Les installations nucléaires iraniennes, ce sont les plus stratégiques. Elles sont sous terre, voire carrément sous des montagnes, vous allez voir. Et avec cette animation, vous voyez les centrifugeuses qui sont placées à plusieurs dizaines de mètres en profondeur. D'ailleurs, l'organisation iranienne de l'énergie atomique en Iran a répondu que les dégâts ne sont que superficiels. Parce qu'en effet, et là c'est Raphaël Grossi qui le dit, le célèbre directeur de l'AIEA, le gendarme du nucléaire, il nous dit « Les installations nucléaires les plus sensibles du programme iranien se trouvent à environ 800 mètres sous terre. Pour y accéder, il faut emprunter un tunnel en spirale qui descend très profondément. » Autrement dit, ces installations, elles sont si profondément enfouies qu'une simple frappe militaire ne pourrait pas la détruire. À cela s'ajoute un article très intéressant que je vous conseille d'ailleurs chez nos confrères de CNN qui nous disent certains de ces sites souterrains sont reliés par des tunnels dessinant des virages à 90 degrés. Par ailleurs, les installations ont été construites avec un béton très spécial qui les rend globalement difficiles à détruire. Problème, là est tout le problème, j'ai envie de vous dire Eric, Tsahal ne possède pas de bombes anti-bunker, en tout cas suffisantes pour percer, pour détruire ces installations souterraines. Pour pouvoir les atteindre, il faudrait ceci, vous allez voir, ça s'appelle une bombe anti-bunker. On les appelle aussi des brise-bunkers. Et seuls les États-Unis en possèdent. Vous allez voir, regardez, c'est ça dont on parle. Pénétrer dans des sites fortifiés, c'est un défi pour Israël. Mais il y a des raisons de croire qu'Israël en a les moyens. Rappelez-vous l'assassinat d'Hassan Nasrallah, le chef du Hezbollah. C'était dans sa cache secrète, sa cache souterraine fortifiée. Et puis une question que se posent nos confrères du Jérusalem Post que j'avais envie de vous soumettre, Eric. Cette attaque israélienne peut-elle freiner la quête de Téhéran pour la bombe atomique ? Au contraire, selon nos confrères du Jérusalem Post, cette attaque, elle pourrait accélérer en fait la volonté du régime de se doter de l'arme nucléaire, surtout s'il considère que l'action militaire sera désormais la réponse par défaut. Merci Kadi. Je vais vous emprunter d'ailleurs, Kadi, les images que vous avez montrées du site souterrain de Natanz. Regardez, les amis, c'est un site souterrain, c'est pas le plus, comment pourrais-je dire les choses, c'est pas le plus souterrain des sites souterrains, mais qui donne vraiment l'état d'esprit quand même des Iraniens qui depuis des années ont compris qu'il fallait travailler dans des silos, dans des espaces de travail enfouis. Et donc on peut s'interroger d'abord, qui peut répondre à cette question, qui peut me donner des éléments ? Est-ce que ces bombardements, cette attaque qui a eu lieu dans la nuit de jeudi à vendredi, a vraiment endommagé le matériel nucléaire iranien ? Oui, Michel Goya ? Vous me laissez 2 secondes pour savoir ce que c'est, ça. Mais vous avez 2 secondes. Mais vous ne pouvez pas me répondre, là ? Si, je vais vous répondre. On n'en sait rien. Oui, on n'en sait rien. Probablement
ça a touché, probablement pas assez pour que ce soit véritablement décisif. Ouais. Mais il faut bien comprendre à quoi ça sert ces engins. C'est-à-dire que là, on est d'abord, on cherche à faire des armes à fission. Vous savez, des armes à fusion, on prend des atomes d'hydrogène, on les fusionne, ça fait un truc phénoménal, mais c'est très compliqué à gérer. Donc on a une autre techno, c'est la techno atomique par fission. On prend des gros atomes, on les fait exploser et ça fait exploser d'autres atomes d'uranium, etc. Et ça fait une réaction en chaîne. Le problème qui se pose, c'est que dans 1 kilo d'uranium, vous avez 99% d'uranium 238 qui est stable, et moins d'1% d'uranium 235. C'est celui-là qui est intéressant. Et donc, ce qu'il faut faire, c'est récupérer cet uranium 235. C'est pour ça qu'on utilise des centrifugeuses. C'est-à-dire qu'on met de l'uranium dedans, on les fait tourner, on fait tourner. Le 238, le chiffre, c'est le nombre de neutrons et de protons du noyau accumulé. Les 238 sont les plus gros, vont loin. Les 235, ceux qui sont les plus intéressants, restent près. Donc, on les récupère, on les collecte, et petit à petit, atome par atome, on en fait des kilos. Et quand on en a assez, alors on peut injecter dans de l'uranium à 5%, ça fait une réaction en chaîne normale qu'on peut maîtriser, c'est ce qui est utilisé dans les moteurs nucléaires, les centrales, etc. Et à 90%, on fait une bombe, véritablement une bombe. Et c'est que la première étape, c'est-à-dire que si je vous donne 1 kilo à 90%, ça ne fait pas de vous une puissance nucléaire, Eric. Il faut aussi fabriquer une arme, il faut fabriquer une bombe, et il faut avoir le missile pour la lancer. Non mais attendez, si les Coréens du Nord sont parvenus à faire une bombe atomique, j'imagine qu'un pays d'ingénieurs, l'Iran, pays d'ingénieurs va y arriver. Enfin, je suis même toujours un petit peu étonné du temps que ça peut prendre. Quand on parle à des ingénieurs, enfin quand on parlait, parce que maintenant ça devient très compliqué de communiquer côté iranien, depuis des années ils nous disent tout est prêt, quoi. Il suffit qu'on nous donne l'instruction, l'ordre, et on passe de l'uranium enrichi à la bombe. Donc certes, là on en parlait un peu plus, on disait que le seuil allait être atteint. Jusqu'à présent, on ne sait pas s'ils peuvent encore la produire, cette bombe. C'est toute la question. Mais en tout cas, ce qu'on voit là, les images qu'on voit, on ne voit que des destructions partielles. Et Raphaël Grossi de l'AIEA, il l'a dit clairement. Le Natanz qui est quand même le centre principal d'enrichissement d'uranium, a été touché. Mais il n'est pas anéanti. La question, c'est à quelle profondeur. Guillaume Delteil, vous qui êtes grand reporter à RFI, qui avez été correspondant à Jérusalem, la petite musique de mise en place de « attention, les Iraniens vont avoir la bombe atomique », elle date. Moi, je me souviens de Benjamin Netanyahou en 2012, enfin, il y a plus de 10 ans, et déjà, Benjamin Netanyahou disait « c'est pour demain ». Là, il vient de dire « c'est pour avant ». Noël, enfin cette année, c'est quelque chose qui est assez récurrent. Oui, là, il parlait effectivement d'une perspective sur quelques mois. Mais c'est vrai que ça fait des années et des années que Benjamin Netanyahou met en garde contre ce programme nucléaire et contre le programme balistique de l'Iran. C'est un discours, en fait, auquel il est très fidèle. Ces nouveaux éléments qui lui permettent aujourd'hui de dire en fait le calendrier s'est accéléré et on ne parle plus d'une perspective de quelques mois, de quelques années, mais de quelques mois. Il les a pas communiqués. Il considère que c'est le renseignement israélien. Rien ne permet aujourd'hui d'attester de la véracité de ces propos, comme de se dire que non, ce n'était pas forcément le. Est-ce que c'est une obsession de politique, obsession justifiée d'après ce que vous. Est-ce que c'est une obsession de politique ou est-ce qu'aujourd'hui la rue israélienne, à Tel Aviv, à Jérusalem, à Haïfa, ailleurs, est-ce que les gens ont vraiment la trouille de l'image de l'Iran qui, dans ses souterrains, déploie sa bombe atomique? Est-ce qu'aujourd'hui, Israël est hanté par ça? Les Israéliens. Israël est tenté par ça. Les Israéliens pensent effectivement à ça. L'Iran représente la principale menace existentielle pour les Israéliens. Et on le voit bien d'ailleurs que depuis un peu plus de 24 heures, il n'y a pas eu de condamnation dans la classe politique israélienne, même au sein de l'opposition. Le chef de l'opposition, Yair Lapid, a considéré que Israël était en guerre déjà avant contre l'Iran. Il y a une sorte d'unanimité sur le danger que représente l'Iran pour le pays. Ça, c'est incontestable en Israël. Monsieur l'ambassadeur, j'aimerais votre opinion sur cette affaire. Je vous ai senti un tantinet dubitatif sur la question, lorsque vous êtes installé tout à l'heure, sur la question que je pose à tout le monde là maintenant, faut-il avoir peur de la bombe atomique iranienne? Non, si l'on prend les mesures qu'il faut. Vous dites non, vous répondez non à la question. Aujourd'hui, non. Puisque, justement, ils ne sont pas prêts. Alors, à quelle échéance vous pouvez avoir peur? Et ça dépend si, justement, vous bombardez, ou si vous empêchez, ou si vous prenez des actions contre.
la question de savoir à quel moment l'Iran serait capable de faire une détonation nucléaire, sous forme d'essai ou d'autres, elle est fondamentale. Nous n'avons pas la même définition de ce qu'on appelle le seuil nucléaire que les Israéliens. Nous considérons qu'ils ne sont pas encore prêts. Ils ont enrichi ce qu'il fallait, c'est-à-dire qu'ils ont de quoi faire 8 ou 9 bombes d'après l'Agence internationale de l'énergie atomique en termes de matières fissiles. Mais c'est pas parce que vous avez les matières fissiles que vous savez faire exploser une bombe. Il vous faut la chaudronnerie de la compression, pourrait-on dire, qui va avec, et ça, ils ne l'ont pas, ou pas encore. Donc, il n'y a aucune chance que là, ils puissent faire détonner quelque chose. En revanche, si on les laisse faire, ou s'ils se font aider par une puissance nucléaire qui leur fournirait un certain nombre d'éléments, à ce moment-là, vous pouvez considérer, selon nous, entre 1 an et demi et 2 ans. Après, les Israéliens ont une notion différente à cause du danger que cela représenterait. Ils considèrent qu'un pays du seuil, ou que l'Iran serait un pays du seuil nucléaire, à partir du moment où vous ne pouvez plus l'arrêter. Ce qui est complètement différent. Parce que ne pas pouvoir l'arrêter, ça veut dire, par exemple, que les installations sont enterrées suffisamment pour que l'Iran puisse continuer, alors même qu'on souhaite l'arrêter. Aujourd'hui, ils n'ont pas, évidemment pas, détruit les installations nucléaires. On est à un premier stade de la neutralisation de Natanz et Fordo. C'est-à-dire que vous avez des bâtiments, si vous les bombardez suffisamment pour plus pouvoir entrer à l'intérieur, ou que les camions ne puissent pas aller dans les souterrains, ou que l'arrivée des flux, c'est-à-dire l'air, l'eau, etc., est coupée, à ce moment-là, vous avez neutralisé pour un temps la machine. Mais ça va continuer. Mais ça, c'est la théorie dont on coupe le gazon, c'est-à-dire qu'on... Oui, mais on ralentit de quelques mois. Fini. Les bombardements israéliens de haute intensité vont durer encore à peu près une semaine, de façon à détruire un peu plus, non seulement ces 2 usines d'enrichissement, mais les 15 autres sites sur lesquels il se passe des éléments de recherche, etc. Ça va durer jusqu'à ce qu'effectivement le programme ait pris un vrai coup, c'est-à-dire qu'on soit tranquille pour quelque temps. Oui, enfin, Éric Danon, vous avez raison, à 7 minutes, les Israéliens continuent de bombarder. Ça va durer encore une semaine ou un peu plus. C'est le plan initial. Vous semblez fort bien informé. Oui, c'est le plan initial. Ça fait des années qu'on en parle en Israël, avec tous les alliés d'Israël, etc. Le plan est à peu près, au départ il était, il y a des années, de 7 jours, 3000 cibles. 3000 cibles, c'est énorme. Ça veut dire un effort continu. Maintenant, on est entre 7 et 10 jours, suivant les Israéliens, parce qu'il y a des éléments nouveaux qui ont été mis en place par les Iraniens eux-mêmes. Donc, vous allez avoir de la haute intensité pendant 1 semaine à 10 jours, puis vous aurez les suites qui vont être complètement différentes suivant ce qui se passe en Iran et ce que disent les alliés des uns et des autres. Sophia Amara est avec vous, merci Éric Danon. Sophia Amara, journaliste et grand reporter spécialiste du Moyen-Orient. Sophia Amara, merci d'être avec nous. On est en train de s'interroger justement sur cette bombe atomique iranienne. Si j'avais le sens de l'humour, c'est le bon vieux titre qu'on apprend à l'école de journalisme en première année, bombe iranienne, mythe ou réalité. Alors on a bien compris que c'était une réalité, mais une réalité pour dans les mois qui viennent, là, les semaines qui viennent ou les années qui viennent. C'est la question que j'ai envie de vous poser. Est-ce que vous, qui connaissez si bien le Moyen-Orient, vous avez le sentiment que c'est quelque chose qui fait peur aux populations, en Israël d'ailleurs, et qui est vécu comme un élément stratégique très important ? Oui, il y a 2 aspects de la question en réalité. Il y a cette lutte depuis des années, voire des décennies, de la part de la République islamique, annoncée, assumée dans sa course au nucléaire. Et c'est ce désir d'obtenir le nucléaire, en réalité, qui fait peur aux pays de la région. Parce qu'on se demande pourquoi donc l'Iran, qui est un pays riche, qui a du pétrole, qui pourrait rentrer un petit peu dans le concert des nations, pourquoi s'obstine-t-il à obtenir cette arme destructrice? Donc il y a cet aspect-là. Derrière, évidemment, alors les experts divergent sur le temps qu'il faut pour l'obtenir. Alors évidemment, certains parlent de menaces imminentes, notamment Israël, parce qu'elle est en capacité d'eux et qu'elle est
inarrêtable, on ne peut plus l'arrêter, et d'autres parlent au maximum de 3 ans. Parce qu'il ne suffit pas, évidemment, d'avoir les matières fissiles pour savoir, enfin pour pouvoir faire exploser une bombe. C'est une expertise que l'Iran, pour l'instant, ne semble pas avoir. Et l'effort d'Israël, ou en tout cas sa volonté de viser les experts iraniens, dont il ne sait peut-être pas leur niveau de connaissance, eh bien, s'inscrit dans le cadre de cette crainte qui fait que on ne sait pas exactement ce que savent faire les experts iraniens, même si le Mossad, comme il l'a prouvé, est très, très, très en place en Iran. Il l'a montré lorsqu'il a réussi à liquider Ismail Haniyeh, le chef du Hamas, à Téhéran, et il y a 2 jours, ou il y a une journée, enfin au lendemain, à quelques heures après la frappe, eh bien nous avons vu des images dévoilées par le Mossad lui-même, fait assez rare, pour montrer des agents du Mossad en action sur le territoire iranien.